Bien, citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à tous. Nous nous retrouvons ici devant, pour cette 31e revue de presse du pôle de renaissance communiste en France, du PRCF, devant la stèle des fusillés de Châteaubriand, parce que nous allons nous préparer à rentrer bientôt en résistance par rapport à l'effroyable attaque sociale qui va être menée, soit par Marine Le Pen, soit certainement plus probablement par Emmanuel Macron, et c'est l'occasion de revenir sur l'enseignement de cette campagne présidentielle. Et ce n'est pas faute pour le PRCF d'avoir alerté depuis plus d'un an sur le fait que si on n'abordait pas les véritables problèmes au cours de cette campagne, il y avait de grandes chances que nous nous retrouvions face au faux duel et vrai duo Macron-Le Pen, qui, faut-il le rappeler, dans le fond, défend à peu près les mêmes idées tout acquises à la bourgeoisie capitaliste, mais ça va être l'occasion d'en reparler. D'abord, nous avons pu constater que l'abstention, qui aurait pu être plus élevé, disons-le clairement, malgré tout, a dépassé plus de 25% de l'électorat, et que cette abstention a pu toucher en particulier les candidatures Le Pen et Mélenchon. Nous allons en redire un mot à ce sujet également, et que par conséquent, ce pôle-là existe depuis un moment, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 5 ans, l'abstention bat des records à toutes les élections. Que ce soit au niveau des municipales, au niveau des législatives, où il faut rappeler qu'en juin 2017, il y avait déjà 57% des personnes qui n'avaient pas voté. Donc que Macron était déjà en réalité illégitime et minoritaire à cette époque. C'est le premier enseignement de taille. Le deuxième enseignement aussi de taille, c'est de voir la disparition ou la quasi-disparition de partis qui étaient extrêmement nuisibles pour le camp des travailleurs, et nous ne pouvons en être satisfaits. Pensons par exemple à Anne Hidalgo, qui n'est pas de gauche mais de droite avec son soi-disant parti socialiste et qui termine en guenille. Pensons à Europe Écologie Les Verts. Ces deux partis, Europe Écologie Les Verts et le PS, qui n'ont pas hésité à voter avec le Rassemblement national, avec les macronistes et avec les faux républicains en faveur de l'infâme résolution du 19 septembre 2019 du Parlement européen qui assimile le communisme au nazisme. Oui, ces gens sont des ennemis de classe et sont bien dans le même camp. Et de voir donc s'écrouler Anne Hidalgo ainsi que Yannick Jadot, c'est une très bonne nouvelle. De même que nous ne pleurerons pas sur le score lamentable de Fabien Roussel. Car Fabien Roussel, qui se présentait comme le renouveau du communisme en France, a finalement réussi à obtenir un score somme toute comparable à Robert Rue en 2002 ou à Marie-Georges Buffet en 2007. Pour quel résultat ? Pour rien. Et pour rien parce que lui, comme d'ailleurs les autres candidats, n'a jamais abordé les véritables enjeux qui étaient au cœur du combat que mènent les travailleurs en fait depuis des années. Nous allons en reparler. Passons sur la candidature Pécresse et réjouissons-nous aussi de voir les faux républicains être en train d'être complètement broyés, parce que le bloc bourgeois sait faire l'unité, lui, quand il le faut, autour de ces enjeux de classe, autour d'Emmanuel Macron. Nous ne pleurerons pas donc sur sa quasi-disparition, mais regardons un petit peu les enseignements concernant les trois grosses candidatures. Bien sûr, celle d'Emmanuel Macron, qui, sans surprise, a capté l'électorat bourgeois, qui défend ses intérêts de classe, et qui est une candidature européiste, complètement soumise à Francfort, à Bruxelles, à Berlin, et bien entendu à Washington, en se pliant aux desiderata de l'OTAN, et qui est prêt, on va le dire, à emmener la France, s'il le faut, jusque dans la guerre avec la Russie et avec la Chine. Parce qu'on oublie l'affrontement à venir avec la Chine populaire et qui sera terriblement dangereux et à vrai dire exterministe pour l'ensemble des travailleurs et des citoyens de France. Bon, Emmanuel Macron a fait ce score sans trop de surprise. Il est probable, fort probable même qu'il soit réélu, mais dans des conditions telles que le PRCF n'a cessé de le dire depuis plus d'un an. Ce pays va devenir de plus en plus ingouvernable. Et d'ailleurs, comment pourrait-il l'être ? Comment pourrait-il être gouverné, puisque de fait, cela fait des décennies qu'il est gouverné par les eurodictates de Bruxelles, par la Commission européenne, par la Banque centrale européenne, par le Fonds monétaire international, bref, tout ce dont personne parmi les candidats ne voulait sortir. Et ça, c'est très important parce que ça explique en partie l'échec de Jean-Luc Mélenchon, nous allons y revenir. En ce qui concerne Marine Le Pen, eh bien, elle se qualifie de peu, c'est vrai, mais avec une réserve de voix nettement plus importante. Et ça, nous allons insister dessus, parce qu'on entend depuis dimanche soir le fait que « Ah, mais si Roussel n'avait pas été là, Jean-Luc Mélenchon aurait été présent au second tour ». Mais rien n'est moins sûr. D'abord parce qu'il y a un certain Éric Zemmour qui a fait éruption avec plus de 7% du corps électoral. Et ça, ce n'est quand même pas négligeable d'avoir ceci en tête, une réserve de voix dont ne disposait pas autant Marine Le Pen il y a 5 ans. Ensuite, parce que, en réalité, il est fort à parier qu'une partie de cet électorat aurait été prête à voter pour Marine Le Pen si l'électorat de Fabien Roussel avait choisi Jean-Luc Mélenchon. Et là encore, ne rêvons pas. Qui peut sincèrement croire que les à peu près 800 000 et même moins
électeurs qui ont choisi Fabien Roussel auraient automatiquement voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est plus compliqué que ça, la politique. Et ça nécessite d'ailleurs à ce sujet d'avoir un véritable vote d'adhésion. Et c'est là tout le paradoxe, finalement, de Jean-Luc Mélenchon. Soyons honnêtes. C'est vrai que son score, sa dynamique électorale des derniers jours, des tout derniers jours, constitue une surprise, avec environ 22% de voix. C'est incontestable. Et avec une légère progression par rapport à 2017. Mais la grande différence avec 2017, c'est qu'il s'agit avant tout d'un vote utile et non d'un vote d'adhésion. Parce qu'en 2017, la grande force de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il avait su créer un vote d'adhésion autour d'ailleurs, certes, du programme L'Avenir en commun, dont il se revendiquait encore cette année, mais autour d'un credo très clair. L'UE, on la change ou on la quitte. Cette année, le credo, c'était davantage voter utile pour éviter d'avoir Macron-Le Pen. Seulement voilà, à un moment donné, comment peut-on défendre un certain nombre de mesures sans affronter la réalité des rapports de force qui, curieusement, ne cessent enfin d'être déclinés depuis dimanche soir. Pensons à Jacques Attali, qui, dans un message sur Twitter, explique que les Français veulent plus de justice sociale, mais ils ne veulent pas du Frexit. Et voilà que le mot Frexit est en train d'apparaître. Pensons à Madame Le Pen qui, on l'a toujours dit, fait allégeance à Bruxelles, à Berlin, à Francfort, à Washington, à tout ce que vous voulez, qui, hier encore, le lundi, déclarait que mais il n'était pas question pour elle de sortir de l'Union européenne. Mais nous n'en avons jamais douté, et d'ailleurs nous l'avons toujours dit. Ce qui rend d'ailleurs son programme absolument inapplicable, et ce qui démontre bien que c'est une fausse patriote, comme elle se présente, ou une fausse souverainiste, comme tous ceux qui se revendiquent du soi-disant souverainisme et qui acceptent de rester enchaînés à cette mortifère Commission européenne, à cette mortifère Banque centrale européenne et à ce mortifère Fonds monétaire international. Fonds monétaire international dont il faut rappeler que l'une des propositions du candidat Mélenchon, quand même, était de porter des projets de rupture en son sein, ainsi qu'au sein de la Banque mondiale et de l'OMC. Mais qui peut croire un instant qu'il aurait été possible, alors que les États-Unis ont le droit de veto au FMI, qu'on pouvait, à partir de là, rompre et ainsi mener la politique de fait inapplicable si on reste dans le carcan. C'est d'ailleurs le problème pour Madame Le Pen. Madame Le Pen ne pourra jamais appliquer son programme dans le cadre de l'Union européenne. Et à ce sujet, le positionnement du PRCF est très très clair pour le second tour. Premièrement, pas une seule voix des travailleurs en colère ne doit aller vers Madame Le Pen. Pas une seule. Bien au contraire, Marine Le Pen est une représentante, dans le fond, de l'oligarchie eurocapitaliste. Elle accepte l'Union européenne, elle accepte progressivement de se soumettre à l'OTAN, et bien entendu, elle s'entend parfaitement avec le MEDEF et avec l'ensemble des forces du capital. Donc pas une voix ne doit aller de la part des travailleurs en colère. Et c'est pour cela que le PRCF appelle à faire campagne très clairement auprès des travailleurs en colère pour s'abstenir, qu'ils s'abstiennent de voter. Car s'il ne s'agit pas d'apporter une seule voix à Marine Le Pen, il ne s'agit pas non plus de cautionner une moindre voix à Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron, soyons bien clairs, il n'est que le représentant de cet ordre européiste, capitaliste, atlantiste que nous combattons depuis des décennies et qui est responsable. Et qui est responsable de la destruction des ouvriers, des employés, des salariés, de l'ensemble des travailleurs, de toutes les conquêtes sociales, de toutes les libertés publiques. Et au passage, qui est responsable de la fascisation. Car quand on entend dès dimanche soir les responsables expliquer qu'il faut voter, faire barrage à l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron, mais comment oublier qu'Emmanuel Macron n'a cessé de réhabiliter Pétain et Maurras, n'a cessé de parler d'islam, plus que d'islamisme même à certains moments, d'insécurité, d'islamo-gauchisme ou que sais-je encore. Non pas qu'il n'y ait pas des soucis qui existent avec l'islamisme, là n'est pas la question, mais en combattant en priorité ceci et non la fascisation dont en fait il est l'un des meilleurs carburants. Ce n'est pas un barrage antifasciste, c'est une passoire fascisante. Voilà ce qu'est Emmanuel Macron. N'oublions pas le fameux Gérald Darmanin qui estimait que Marine Le Pen était trop molle pour combattre le séparatisme musulman, dit Xit. Donc comment peut-on faire confiance à ces gens-là qui en plus ont promis d'en finir avec la République unie et indivisible ? En particulier en accordant l'autonomie, et si ce n'est bientôt l'indépendance de la Corse, et ouvrant la voie à l'eurodislocation finale de la France dans le cadre de l'Union européenne. Voilà pourquoi, très clairement, il faut tout faire pour délégitimer au maximum le scrutin qui est une véritable mascarade, en réalité programmée depuis des moments. Car ne rêvons pas, que ce soit les médias aux ordres, que ce soit l'ensemble des forces du capital, que ce soit bien sûr Macron lui-même, tous attendaient ce faux duel et vrai duo. Eh bien il arrive. Et il arrive parce que justement,
n'a pas été portée en réalité une véritable alternative. Une alternative qui nécessite de reconquérir pleinement et entièrement la souveraineté nationale et populaire. C'est-à-dire d'en finir avec tout ce qui représente le carcan pour les travailleurs. Et c'est là où se trouve peut-être l'erreur de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir cru que la dynamique électorale suffirait. Mais où était la dynamique programmatique lorsqu'on sait que 50% des gens qui ont voté pour lui ont surtout fait par vote utile? Et d'ailleurs, il est très frappant de constater que malheureusement, c'est Marine Le Pen, encore une fois, qui est la mieux placée dans l'électorat ouvrier et employé. Et il ne s'agit pas d'ailleurs de nier, au demeurant, le travail accompli par Jean-Luc Mélenchon et par l'Union populaire. Parce que, oui, en effet, il existe un socle. Mais un socle qui est beaucoup plus fluctuant qu'on pourrait le croire, notamment du point de vue programmatique. Et c'est pour ça que, au PRCF, nous appelons plus que jamais à se battre pour reconstruire une alternative rouge et tricolore. C'est-à-dire qui en finisse avec le carcan européiste, avec l'euro, avec l'OTAN, en faveur de la souveraineté populaire, de l'indépendance nationale, de la reconstruction des services publics qui, dans le cadre de l'UE, sont dénommés services d'intérêt économique général, c'est-à-dire sont condamnés à la privatisation. Et prenons un seul exemple très concret. Prenons le cas de la SNCF, puisque 10 jours avant le premier tour avait eu lieu une grande manifestation place d'Italie, à partir de la place d'Italie. 7 à 8 000 cheminots venus de toute la France étaient présents pour se battre contre l'euro-privatisation de la SNCF, puisqu'il ne s'agit que de l'application des directives européistes. Et à ce sujet, vous aurez noté que, très curieusement, on ne parlait pas de tout ça pendant la campagne présidentielle. Comme si l'Union européenne n'existait pas, comme si dans le fond, elle n'avait aucune influence sur la vie de tous les jours. Mais il suffit d'écouter aussi bien Mme Le Pen qui ne veut pas sortir de l'UE, que Jacques Attali, que Yann Brossa, qui est en train d'expliquer que c'est vrai qu'il y a des divergences à gauche. Et quand il parle de la gauche, lui, il parle du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts. Mais qu'on finira bien par s'entendre, même s'il y a des points de divergence à régler, mais qui ne sont pas insurmontables, paraît-il, comme le rapport à l'Union européenne. Eh bien si, cette question est insurmontable. Il n'y a pas 36 000 solutions. Soit on y reste, et on y restera pour de bon avec la perte de tout, soit on en sort, et ce n'est que comme ça que l'on s'en sortira pour l'intérêt des travailleurs, des ouvriers, des employés, des salariés, de tous ceux qui font vivre ce pays et qui sont encore condamnés à un choix mortifère pour 5 ans de plus. Mais attention, parce que si Emmanuel Macron a de fortes chances d'être élu, il le sera dans de telles conditions que, en réalité, son mandat sera marqué du sceau de l'illégitimité dès le départ. Et ce qui approche de plus en plus ce que dit le PRCF là aussi depuis au moins un an, c'est la grande explication à venir. Parce que la grande explication, elle n'aura pas lieu dans les urnes, dans le fond, tout est verrouillé pour que l'oligarchie eurocapitaliste maintienne sa domination. La grande explication, elle aura probablement lieu dans la rue, car la colère, les luttes, elles sont toujours là. La tempête sociale et politique que craignait Édouard Philippe en 2020 n'a pas disparu. Les gilets jaunes sont toujours là et continuent de se battre et de se structurer. Les syndicalistes de combat sont de plus en plus imposants, importants et réclament une véritable confrontation de classe parce que, très clairement, les élections, malgré une expression finalement dévoyée sur le plan politique, à commencer par Marine Le Pen, eh bien les élections ont démontré plus que jamais que c'est bien un affrontement de classe qui est en train de se jouer dans ce pays. Et pour structurer cet affrontement de classe, n'oublions pas qu'il y a un autre combat central à mener, parce que les élections ne sont qu'un événement dans un monde beaucoup plus inquiétant. Eh bien c'est bien sûr le combat pour la paix, parce que pendant ce temps, les combats continuent du côté de l'Est de l'Ukraine, la Russie étant à 2 doigts de prendre enfin Mariupol. Nous avions dit d'ailleurs d'entrée que cette offensive russe contre l'Ukraine pouvait avoir des conséquences disproportionnées et inconsidérées potentiellement. Et c'est vrai qu'on voit les difficultés qu'a la Russie à mener le combat contre l'Ukraine, où il faut quand même rappeler que vous avez tout un ensemble de bataillons Azov, de Svoboda, de Pravi Sector ou de que ne sait-on encore, qui sont gentiment qui reçoivent les louanges de l'Occident comme étant les chantres de la démocratie, de la liberté, et inutile de vous dire ce qu'ils portent comme brassard et comme un signe. Donc, le problème, c'est que cette guerre, plus elle s'enlisera et plus ce sera mauvais. Mauvais en particulier pour le camp des travailleurs, car n'oublions pas qu'il y a, dans le fond, derrière cette guerre, la plus grande des confrontations qui arrivent. Celle entre l'ordre euro-atlantique et celle entre le monde indo-pacifique qui est en train de se constituer, en particulier autour de la Chine populaire, qui, elle aussi, constitue de plus en plus les cibles de ce conflit de haute intensité qu'avait théorisé Thierry Bucart, le nouveau chef d'état-major depuis 2 ans, et qui explique que la France redéploie tranquillement ses troupes du côté de la Roumanie, ou envoie en février 2021 des sous-marins du côté de la mer de Chine, une patrouille plutôt.
Vous vous rendez compte si jamais les Chinois envoyaient leur flotte du côté de la Corse, ce que l'on dirait? Et c'est la France qui envoie donc la flotte du côté de la mer de Chine comme une véritable provocation à destination de la Chine populaire. Voilà pourquoi, plus que jamais, nous appelons à la construction d'une alternative rouge tricolore qui agisse pour la paix dans le monde, pour la paix dans le monde entier, et certainement pas pour une Europe atlantique qui nous précipite vers progressivement l'apocalypse nucléaire qui serait absolument désastreuse. Pour la sauvegarde de la République unie indivisible, fidèle aux traditions des sans-culottes et des Jacobins, pour la reconstruction de l'ensemble des services publics, pour sauvegarder et approfondir les conquêtes sociales, et puis pour construire le socialisme. En gros, en finir avec le capitalisme, ce qui nécessite d'en finir avec l'euro, avec l'UE, avec l'OTAN. Et de ce point de vue, nous terminons sur ce message d'espoir, c'est que, quel que soit le résultat désormais à venir du second tour d'élection présidentielle, eh bien, il y a de plus en plus une immense colère sociale qui, en réalité, ne fait que se traduire par une lutte des classes pour laquelle il manque un débouché cohérent, clair, radical. Ce débouché, le PRCF le propose, et il le propose d'autant plus que partout dans le monde, que ce soit en Inde, que ce soit au Brésil, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays également, et bien, notamment d'Amérique latine, où on voit l'espèce de vague de gauche qui arrive, y compris en Colombie, à l'historique des États-Unis, et bien plus que jamais, les travailleurs en colère sont prêts à mener la grande explication partout. Et en France, vous pouvez compter bien sûr sur les militants de plus en plus nombreux du PRCF pour mener ce combat. Le combat continue, camarades.